Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est aussi un grand plaisir d'assister à ces congrès de l'Amicale des pédiatres de Fès qui se passe dans une ambiance familiale et très amicale. Je remercie professeur Hida de l'intérêt qu'il a pour les urgences pédiatriques. Et je trouve que le thème que vous avez choisi est très important. Moi, j'ai intitulé ma présentation « Approche par symptômes ». Pourquoi ? Parce qu'en général, les enfants ou les patients, quand ils consultent, c'est pour des symptômes et non pas pour des maladies. Et normalement, on devrait enseigner, nous étudiants, à la fac, l'approche par symptômes et non pas par pathologie. J'ai choisi 2 cas cliniques pour un motif, le même motif, c'est la perte de connaissance. C'est vrai, ce n'est pas un motif très fréquent, mais ça pose énormément de problèmes. Et souvent, ces pertes de connaissance se passent en dehors de l'hôpital, à la maison ou ailleurs, et l'enfant arrive aux urgences en état de conscience normal, et ça peut poser problème si le médecin n'a pas une démarche, une approche, on va dire, adaptée pour pouvoir identifier les pathologies les plus sévères. Les 2 cas cliniques, ça concerne des adolescents. Le premier a fait le tour de plusieurs médecins. Il a été traité comme une épilepsie, mais devant la persistance des pertes de connaissance, et la maman s'est adressée aux urgences. Et le deuxième, il ne rapporte pas d'antécédents pathologiques particuliers. C'est un enfant qui vivait à la campagne, qui était ramené par son oncle pour travailler avec lui à Casablanca. Et c'est l'oncle qui a constaté que l'enfant n'était pas normal et qui présentait des pertes de connaissance. Alors, je vais commencer le premier cas de cet enfant de 11 ans. À l'arrivée aux urgences, on utilise l'approche systématique des Pediatric Advanced Life Support. On a commencé par l'évaluation initiale. Et vous voyez, à l'évaluation initiale, l'infirmière a constaté que l'apparence était normale, l'état respiratoire était normal, mais l'enfant était pâle. Et c'est pour cette raison qu'il a adressé à la salle d'accueil des urgences vitales pour une évaluation plus objective. À l'évaluation ABCDE, les voies aériennes étaient libres, la fréquence respiratoire normale avec SpO2 normale, la fréquence cardiaque 60, c'est limite pour un enfant qui vient de perdre connaissance, une tension artérielle normale, l'état neurologique Glasgow 15-15. À l'examen, il n'y avait pas de signe en faveur de traumatisme, il n'y avait pas de signe d'intoxication, rien du tout, à température 37 et une glycémie capillaire normale. L'enfant jugé stable, on est passé à l'évaluation secondaire, c'est-à-dire l'anamnèse et l'examen physique. À l'anamnèse, la maman rapportait que régulièrement à l'école, on l'appelait en disant que votre enfant a perdu connaissance. Il faut venir le récupérer. À chaque fois, il le récupérait et partait aux urgences, oxygénothérapie, on le renvoyait chez lui. En disant que c'est tout à fait normal, peut-être c'était un problème vagal. Le dernier médecin l'a considéré comme une crise d'épilepsie, l'épilepsie myoclonique atonique, et il l'a mis sous traitement antiépileptique. Alors, quand on a posé la question à l'enfant, il a répondu d'une manière claire et nette que chaque fois, avant la perte de connaissance, il avait des sensations de tachycardie avec palpitation, une douleur thoracique, puis après, perte de connaissance. À l'examen physique,
l'examen cardiovasculaire, neurologique et pleuropulmonaire, tout était normal. À ce stade, vous pensez à quoi? Est-ce que c'est une épilepsie ou c'est autre chose? C'est quoi? L'angoisse? Panique d'angoisse? Précordialgie, oui, mais c'est quoi comme... Alors, la question qui s'est posée entre les médecins aux urgences, c'est est-ce que c'est syncope? Est-ce que c'est une crise d'épilepsie? Alors, ici, c'est ici des recommandations où ils ont précisé les critères permettant de faire la différence entre les syncopes et les crises d'épilepsie. Alors, pourquoi? Parce que quand on assiste à la perte de connaissance, et pour quelqu'un qui sait, on peut faire la différence. Mais quand on n'assiste pas et on n'écoute que les parents, les personnes qui ont assisté, ça devient difficile. D'autant plus qu'il y a des syncopes prolongées qui peuvent mimer des crises convulsives. On voit ici que dans les syncopes, en général, il y a des prodromes. Dans les crises d'épilepsie, il n'y a pas de prodrome. Dans les syncopes d'origine cardiaque, vous voyez ici, ça survient souvent à l'effort. Et on peut avoir comme prodrome des palpitations, tachycardie, douleurs thoraciques. Et d'autres, la présence aussi à l'histoire de problèmes d'arythmie dans la famille ou de décès dans la famille oriente vers l'origine cardiaque. La période aussi, la perte de connaissance dans les syncopes, ça reste, c'est quelques secondes. Ça n'arrive presque jamais à 1 minute. Alors que dans les crises d'épilepsie, ça peut dépasser les 1 minute. L'incontinence est absente dans les syncopes, mais peut se voir dans les crises d'épilepsie. Et une chose aussi très importante, c'est au réveil, un enfant qui a fait une syncope, il se réveille en état tout à fait normal, alors que celui qui a convulsé, il reste en état confusionnel entre 20 et 30 minutes. Il y a même des enfants qui restent dans cet état un peu plus prolongé. Alors, comme j'ai dit, les crises, les mouvements anormaux existent dans les crises épileptiques des débuts à la fin, alors que dans les syncopes, on peut les voir à la fin, quelques mouvements, et jamais au début. Alors finalement, on a retenu le diagnostic de syncope et vu la présence de palpitations tachycardiques avant, on a fait le CG. Alors vous voyez, il y a un rythme, je ne sais pas, est-ce que je peux... Il y a un rythme sinusal, on voit les ondes P ici, c'est une fréquence de 66 battements par minute. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal ici? C'est pas car je vais utiliser. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal au niveau de ce tracé de CG? À quel? Exactement. Alors, on voit nettement l'allongement de PR. L'intervalle PR, il est au-delà de 200 millisecondes. Et je rappelle, normal à cet âge, c'est entre 0,18 et 0,20. Alors, est-ce que vous avez un diagnostic? C'est un bloc auriculo-ventriculaire de quel degré? Premier degré. Oui, mais ça se voit, c'est constant. C'est à peu près la même chose. C'est un bloc auriculo-ventriculaire premier degré. Sauf que le bloc auriculo-ventriculaire premier degré, c'est souvent asymptomatique. Alors que cet enfant présente des symptômes et des chutes fréquentes. Mais comme on n'avait pas d'autres anomalies, on a fait un bilan biologique pour chercher s'il y a une cause sous-jacente à traiter. On a fait l'échographie thoracique qui s'est révélée normale. On a fait sortir l'enfant.
Moi, j'ai recommandé de faire un ECG Holter, parce que ça n'existe pas au service de le faire ailleurs. Ça n'a pas été fait. 3 semaines après, il revient parce qu'il a fait une fracture après une chute, une syncope. Et cette fois-ci, on refait le CG et on voit d'autres anomalies. Alors, le rythme est toujours sinusal, mais ici, il y a 2 ondes P sur 1 QRS. Alors, on a fait le Holter. Il y a le bloc auriculoventriculaire premier degré, mais c'est évolutif. Il est passé un bloc auriculaire deuxième degré, Mobitz 2, et c'est une indication à la mise en place d'un pacemaker. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Ça ne passe pas, c'est bloqué. Alors, c'est ce que je fais. Alors, c'est l'indication. Moi, je l'ai envoyé à des cardio-adultes pour la mise en place des chirurgiens. Ils ont refusé parce qu'ils ont dit on ne peut pas le faire à cet âge pour un enfant. C'est un bloc auriculoventriculaire premier degré, c'est ça. Mais ce n'est qu'après avoir envoyé cet article, cette recommandation, que finalement l'enfant maintenant, il est appareillé et, alhamdoulilah, tout va bien. Alors, pour le deuxième cas, l'évaluation initiale, on a constaté une respiration rapide, mais le temps était normal, l'apparence normale. Et comme vous voyez ici, il y avait une tachycardie extrême à 218 avec une polypnée. Et il était conscient, la température normale. Et on a commencé par l'ECG rapidement cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une tachycardie, c'est clair. On l'a mis déjà, on l'a constaté au scope. Alors, c'est une tachycardie à QRS fin. C'est très difficile de voir les ondes P, même si je peux les voir un petit peu ici, dérivation des deux. Alors, c'est une tachycardie supraventriculaire, c'est clair, supérieure à 200, QRS fin. C'est une tachycardie supraventriculaire. Après la réduction par un traitement médical, puisqu'on n'a pas l'adenosine, on a donné la myodarone, et vous voyez ici, il y a des anomalies. Est-ce que vous arrivez à les voir? Alors, ici, il y a les ondes P, si vous pouvez les voir. Il y a les ondes P, mais l'onde et l'intervalle PR est très court. Et il y a ce qu'on appelle une préexcitabilité ventriculaire, c'est l'onde delta. Et ça, c'est le Wolff-Parkinson-White. Alors, Wolff-Parkinson-White, normalement, c'est un faisceau d'hyperexcitabilité entre l'oreillette et le ventricule droit et le ventricule gauche. Le risque, c'est quand il y a une fibrillation auriculaire, et ça se voit chez les adolescents, les jeunes, on peut avoir une tachycardie ventriculaire, il y a un grand risque de mort subite. C'est vrai que l'enfant actuellement il est équilibré sous traitement, mais il doit être proposé pour une ablation par radiofréquence. Alors au final, je vous propose cet algorithme qui est publié par les pédiatres d'une association espagnole pour la formation continue afin d'aider à la prise en charge de ces enfants rapidement et d'orienter les médecins aussi bien dans les cabinets que dans les centres de santé à savoir quand il faut envoyer ou adresser les enfants à l'hôpital. Et vous voyez, il utilise comme premier élément d'évaluation le triangle d'évaluation pédiatrique, le ABC. C'est très important pour savoir et pour pouvoir identifier les enfants instables et de commencer un traitement et avant de les envoyer à l'hôpital. Et une fois l'enfant stabilisé, ici, comme a dit professeur Marawi tout à l'heure, l'interrogatoire joue un rôle très important pour pouvoir orienter et s'orienter soit vers l'origine cardiaque, soit
l'origine vasovagale. Et les principaux les éléments, la réalisation d'un ECG est obligatoire. Ça permet de détecter les troubles de rythme, comme les blocs auriculo-ventriculaires, les tachycardies supraventriculaires qu'on vient de voir, le vol Parkinson-White, et aussi les QT qui soient prolongés au cours. Et si à l'interrogatoire, l'enfant rapporte la présence de syncope à l'effort, en situation de stress énorme, s'il fait des activités physiques, notamment la natation, il présente des syncopes, ça c'est des éléments d'orientation vers l'origine cardiaque et d'exploration plus poussée. Il faut absolument qu'il soit envoyé chez un cardiopédiatre qui a l'habitude de gérer les enfants. L'origine neurologique, on est orienté essentiellement quand il y a des mouvements, un déficit ou un état confusionnel après la perte de connaissance. Ce n'est pas syncope, c'est beaucoup plus un problème neurologique. Et je vous remercie. Pour ces cas très didactiques. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Par la suite, il avait juste une question. Juste pour le trouble de rythme. Est-ce qu'il ne faut pas compléter par une coronarographie? On voit s'il n'y a pas chez l'enfant, oui. Non, on cherche un problème d'obstruction. Parce que... Alors, les troubles de rythme, c'est essentiellement la conduction. Il y a les cardiopathies hypertrophiques qui peuvent donner une obstruction ou la sténose valvulaire. Mais en général, ça se manifeste cliniquement et l'échographie est largement suffisante pour faire le diagnostic. On n'a pas besoin de faire le coronarographie. Coronaro, c'est essentiellement pour les anomalies de naissance des artères coronaires et ça se manifeste en général à période très proche chez le nourrisson, le nouveau-né.